Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Fantastique. Mon nom est Laurent et je suis très heureux de vous présenter cette première vidéo sur la chaîne. Une chaîne qui sera entièrement consacrée aux grands univers de SF, de fantasy, de fantastique, à commencer bien sûr par Marvel, DC ou encore Game of Thrones. Sans plus attendre, j'avais envie de consacrer cette première vidéo aux questions que l'on se pose après Thunderbolts, enfin les New Avengers, 36e film du MCU et dernier de la phase 5. Et je ne sais pas quel est votre avis sur la question, mais pour moi il est clair qu'il s'agit du meilleur film depuis le 3e volet des Gardiens de la Galaxie et l'un des meilleurs projets depuis Endgame. Le film a réussi à nous faire aimer des personnages pour qui nous n'avions aucun affect, à part Bucky et peut-être Yelena. L'introduction de Sentry dans le MCU a franchement été réussie, puisque le côté sombre de Bob nous a permis de nous focaliser sur les traumas de certains personnages. C'est avant tout une histoire de personnes manipulées et écrasées par le système ou les organisations et qui tentent de trouver un sens à leur vie. Maintenant, est-ce que Marvel est enfin de retour? C'est un peu tôt pour poser la question. Depuis le début de la phase 5, il nous propose en gros un bon film sur deux. Et mine de rien, Thunderbolts se représente pour Marvel le premier projet post-grève des scénaristes et des acteurs, période durant laquelle la firme s'est totalement remise en question sur sa manière d'enchaîner les projets et de nous proposer des films et des séries complètement génériques. En tout cas, ça fait du bien d'avoir un film un peu différent, qui dispose d'un véritable message, que tout le monde s'accorde pour nous proposer quelque chose qui ne soit pas une bouillie scénaristique. Bref, maintenant, retournons à ces fameuses questions que l'on se pose après avoir visionné les New Avengers. Bien sûr, vous devez absolument avoir vu le film avant de regarder cette vidéo, sous peine de vous faire spoiler. Qu'est-ce que l'organisation Hox ? Au bout de quelques minutes de film, nous apprenons que Valentina Allegra de Fontaine est à la fois directrice de la CIA et conseillère stratégique de l'Ox, une organisation scientifique privée dont elle était anciennement présidente. La commission de destitution du Congrès la soupçonne d'utiliser des ressources de l'Ox pour mener des expériences sur des êtres humains afin de créer des super-héros de toutes pièces. C'est la première fois que l'organisation est citée dans le MCU et ses intentions restent encore nébuleuses. L'Ox est derrière le projet Sentry et c'est elle qui possède le laboratoire de Malaisie et le bunker situé sous la montagne. Dans les comics, l'organisation a tout d'abord été introduite dans l'univers Ultimate, plus précisément dans Ultimate Fallout numéro 3 avec déjà Valentina à sa tête. Puis, Hox apparaît ensuite dans l'univers principal en 2023 dans un mini-run Thunderbolts. Dans celui-ci, l'organisation fait partie du Cercle Extérieur, un groupe secret qui influence et manipule des événements politiques, économiques et des guerres depuis des siècles. Bucky décide d'infiltrer le Cercle Extérieur pour le démanteler de l'intérieur, et une fois le groupe éclaté, il propose d'utiliser Hox pour soutenir de plus nobles causes, dont la formation d'une nouvelle équipe Thunderbolts. Comme dans le MCU, la personne à la tête de Hox est Valentina, mais il s'avère que celle-ci est une LMD, une Life Model Decoy, une androïde quoi. Ça m'étonnerait que la Valentina du MCU emprunte le même chemin, mais sait-on jamais, les LMD ont déjà été introduits dans la dernière saison d'Agent of S.H.I.E.L.D., une série qui, je le rappelle, n'est toujours pas canon avec le MCU. Alors quel avenir pour Hox dans le MCU? Rappelons que Marvel a introduit par le passé plusieurs organisations sans jamais vraiment exploiter tout leur potentiel. Nous avions évidemment le S.H.I.E.L.D. qui a été démantelé après les événements de Captain America and the Winter Soldier, puis le SWORD, introduite dans WandaVision ou encore le Damage Control, développé pour la première fois dans Spider-Man Homecoming. Mais avec Hox, il y a vraiment du potentiel. À la fin de Thunderbolts, il semble que Valentina ait les mains libres pour continuer ses activités secrètes malgré l'avertissement lancé par Yelena. On peut donc imaginer que l'organisation continue de créer des super-héros. Marvel peut introduire des tonnes de personnages par ce biais, à commencer par Songbird, qui existe déjà dans le MCU sous les traits de Mel, l'assistante de Valentina. Dans les comics, Melissa Gold acquiert ses pouvoirs grâce à une amélioration cybernétique. Nous avons donc de fortes chances que Mel acquiert ses capacités de gré ou de force dans le futur par l'intermédiaire de Hox. Bob peut-il redevenir Sentry tout en arrêtant The Void? Vous l'avez vu, Sentry est quasiment inarrêtable lorsqu'il utilise ses pouvoirs. The Void, son côté sombre, l'est tout autant. À la fin du film, Bob squatte toujours avec les New Avengers, ce qui signifie qu'il a soit tenté de réutiliser ses pouvoirs et que ça s'est mal passé, ou bien il ne les a pas du tout réutilisés depuis les incidents de New York. Reste à savoir si le Sentry du MCU peut définitivement mettre de côté sa partie maléfique. Dans les comics, Bob Reynolds ne parvient jamais à chasser The Void, même lorsqu'il se fait effacer la mémoire par Dr.
Doctor Strange, le mal finit toujours par ressurgir. Sentry est donc une véritable bombe à retardement qui risque d'exploser à chaque moment. La seule personne qui semble en mesure de calmer Sentry est Yelena. Dans le film, on les voit tous les deux tisser un lien de confiance, tous les deux partagent ce même point commun, se vident en eux, et comme le montre la fin du film, c'est en étant entouré que tous ces personnages s'en sortent. Pour moi, la relation Sentry et Yelena sera aussi profonde que celle qu'entretenaient Natasha et Hulk. Yelena va devenir le catalyseur de Sentry, ce qui ne veut pas dire que Bob va toujours rester du bon côté. En raison de ses conditions psychologiques, il reste très manipulable. Certains ne se sont pas gênés pour l'utiliser, comme Valentina dans le MCU ou Norman Osborn dans les comics lorsqu'il forme ses Dark Avengers. Ce qui me laisse penser qu'il pourrait avoir un grand rôle à jouer dans Avengers Doomsday, mais j'y reviendrai plus tard. Qu'en est-il du caïd et des super-héros de Manhattan? Durant ma séance, je n'ai cessé de me poser cette question. Que foutent les autres super-héros de New York? Cette ville qui déborde normalement de personnages en collants semblait laissée à l'abandon dans Thunderbolts. Et puis je me suis souvenu, les justiciers sont désormais interdits dans la grosse pomme. Mais si, rappelez-vous, il y a un mois s'achevait la première saison malade de Daredevil Born Again, dans laquelle le caïd devient maire de New York tout en restant un vrai psychopathe. Et donc en prohibant toute personne qui joue aux super-héros. Alors du coup, c'est un peu loupé, parce que finalement la moitié de la ville va devoir se payer des années de thérapie et une nouvelle équipe d'Avengers va même se former en pleine rue. En fait, j'ai beaucoup de mal à imaginer que Marvel n'utilise pas cet événement pour relier les ponts entre certains projets, comme la saison 2 de Daredevil ou Spider-Man 4. Pour Wilson Fisk, il s'agit d'une véritable mine d'or. Il peut maintenant pointer du doigt les New Avengers, comme preuve que les justiciers et les super-héros représentent une menace publique, mais ça pose un autre problème, car l'équipe est soutenue par le gouvernement, et on apprend même qu'elle squatte toujours la tour des Avengers 14 mois plus tard, même si elle ne paraît pas particulièrement appréciée du grand public. Du côté des justiciers de New York, on peut dresser le même constat. Il est difficile d'imaginer que les événements de Thunderbolts n'aient pas d'impact sur Matt Murdock ou Peter Parker, deux personnages très attachés à leur ville. Et puis n'oublions pas à quel point tous ces personnages sont torturés psychologiquement. S'ils se sont fait piéger par The Void, cela aura forcément des répercussions sur leur état d'esprit et leurs actions dans les prochains programmes. On peut par exemple imaginer Daredevil, piégé dans son souvenir de la mort de Foggy Nelson, Wilson Fisk avec son père et Jessica Jones avec Killgrave. Frank Castle a peut-être été coincé à revivre les morts de sa famille, tandis que Peter Parker revit peut-être les derniers moments de Tante May ou de Tony Stark. Quant à la question pourquoi d'autres super-héros n'interviennent pas contre Sentry, la réponse est simple. Le néant envahit beaucoup trop rapidement Manhattan pour que n'importe quel justicier puisse intervenir. Et d'ailleurs, on comprend qu'aucune force ne peut contrer le néant, la résolution ne peut provenir qu'en entrant dans l'esprit tourmenté de Bob. Dans l'ensemble, les scénaristes font donc du bon boulot sur Thunderbolts. Seuls les personnages centraux du film sont capables de sauver la situation. Pourquoi une deuxième équipe d'Avengers dans le MCU? Donc à la fin du film, Valentina sauve sa peau in extremis en déclarant à la presse que les Thunderbolts forment dorénavant les New Avengers. Une manière également d'expliquer la signification de l'astérisque visible dans le titre depuis un peu plus d'1 an. Alors qu'est-ce que ça change exactement? Pas grand chose. Pour un événement tel que Secret Wars, il va falloir que plusieurs équipes se regroupent pour contrer Doom, et c'est exactement ce que semble faire Marvel entre les Avengers, les New Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques qui sont déjà annoncés dans le casting. On peut également imaginer que les Champions, donc les jeunes super-héros, les Gardiens de la Galaxie et encore d'autres équipes rejoignent le casting, car oui, le casting n'est pas encore complet pour Doomsday. Pour les lecteurs de comics, la cohabitation entre plusieurs équipes reste également habituelle. Les New Avengers ont fait leur début en 2005 lorsque les Avengers se sont séparés. D'ailleurs, l'équipe comptait déjà Sentry dans ses rangs. Historiquement, plusieurs autres équipes d'Avengers existent ou ont déjà existé. Je peux citer les West Coast Avengers, les Secret Avengers, les Mighty Avengers, les Young Avengers, les Dark Avengers et les Uncanny Avengers, et même les Great Lake Avengers. En ce qui concerne le long run de Jonathan Hickman qui mène à Secret Wars, nous avons également plusieurs équipes qui s'occupent de plusieurs menaces distinctes avec les New Avengers, les Avengers et les Avengers World. Ce qu'il faut surtout retenir pour les New Avengers du MCU, c'est le caractère très commercial de leur équipe. On le voit dès le départ lorsque Yelena débarque dans le bunker et qu'elle trouve les documents sur le costume et même la coupe de cheveux de Sentry. Il y a une véritable volonté de la part de Valentina de valoriser le produit super-héros, un peu à l'image de Vought International dans The Boys, qui industrialise carrément la fonction de super-héros. On peut considérer que Valentina cherche de manière très opportuniste à exploiter au maximum la marque New Avengers, d'où par exemple le partenariat avec la marque de céréales dont rêvait Alexei et qui devient réalité dans la première scène post-générique. Mais c'est dans la seconde scène post-générique que se cristallisent la plupart des questions qui vont être réellement importantes pour la suite.
Tout d'abord, qu'a-t-il bien pu se passer en 14 mois? Déjà, le premier générique nous tease que tout ne se passe pas forcément bien pour les New Avengers, dont la légitimité semble remise en question à de nombreuses reprises, comme le montrent les différentes coupures de journaux. Évidemment, tout cela reste très méta, étant donné qu'on a à peu près tous eu la même réaction lorsque Valentina les a présentés en tant que New Avengers. Dans la seconde scène post-générique, on apprend que Sam Wilson n'est pas du tout, mais alors pas du tout content que les termes Avengers aient été repris sans son accord. Si ça ne ressemble pas forcément au Sam que l'on connaît, il y a tout de même quelques raisons qui pourraient le pousser à agir de cette manière. Tout d'abord, il est peut-être un peu vexé de ne pas avoir été invité à devenir un New Avengers. Après tout, il est quand même Captain America. Ensuite, il y a de fortes chances pour qu'il ne les trouve pas dignes d'être des Avengers. Lui qui doute de tout et ne se sent même pas légitime de succéder à Steve Rogers, cela ne serait pas étonnant qu'il rejette complètement l'idée de transformer d'anciens tueurs en Avengers. Enfin, Sam Wilson marche complètement dans les traces de Steve Rogers. Pas question pour lui de placer les Avengers sous les ordres d'un gouvernement ou d'une organisation secrète, qui plus est accusée d'effectuer des expérimentations sur des êtres humains. Cette brouille entre Sam Wilson, patron des Avengers, dont on ne connaît pas encore l'identité des membres, et Bucky, un des leaders des New Avengers, est également un atout scénaristique non négligeable qui servira de sous-intrigue dans Doomsday. J'imagine également que le manque d'unité entre les deux équipes de la Terre 616, puis les 4 Fantastiques et les X-Men, fera les affaires de Doom. Un peu comme la brouille entre la team Iron Man et la team Captain avait facilité le travail de Thanos dans Infinity War. 3 autres questions supplémentaires me viennent à l'esprit après avoir vu la seconde scène post-générique. Quelle est la véritable raison de la venue des 4 Fantastiques sur la Terre 616? Quels problèmes se déroulent dans l'espace, comme le mentionne Yelena? Et en quoi tout cela fait avancer l'intrigue d'Avengers Doomsday? Je vous préviens, à partir de maintenant, on va sérieusement théoriser. Alors que les New Avengers surveillent les menaces depuis la Watchtower, ils reçoivent une alerte indiquant qu'un vaisseau extradimensionnel entre en orbite terrestre. Un zoom avant par satellite révèle que le vaisseau porte le logo des 4 Fantastiques. Cette révélation confirme que la première famille de Marvel arrive enfin sur Terre 616, très certainement après la fin de leur film. J'ai entendu pas mal de personnes râler sur le fait que Marvel révèle déjà la fin d'un film qui n'est pas encore sorti. Bon, déjà on se doutait tous que les 4 Fantastiques finiraient par atterrir un jour ou l'autre sur la Terre des Avengers. Il n'y a pas vraiment de surprise sur ce point-là. Deuxièmement, on ne sait toujours pas pourquoi ils quittent leur planète. J'avoue que j'ai énormément de mal à croire que Marvel nous laisse dans un contexte scénaristique aussi simple que Galactus mange la planète des 4 Fantastiques, qui se sauve juste à temps, voyage à travers le multivers et trouve une terre d'accueil dans la timeline sacrée. C'est beaucoup trop simple. Je pense que le film nous réserve beaucoup de surprises. Tout d'abord, sur les réelles intentions de Galactus. Certains pensent qu'il vient simplement dévorer la planète mourante des 4F, moi je penche plutôt sur le fait qu'il cherche activement Franklin, le fils de Mr. Fantastic et Sue Storm. Pourquoi s'embêterait-il à rapetissir pour marcher dans les rues de New York, sinon pour chercher quelqu'un? Dans les comics, Franklin est l'un des personnages les plus puissants qui existent. Il peut manipuler la réalité et même créer des univers entiers. Ses capacités attirent Galactus, une entité cosmique de premier ordre qui voit en Franklin un alter ego. Dans le run de Dan Slott par exemple, Galactus cherche à coopérer et voit même en lui un potentiel héritier cosmique. S'ils reprennent cette idée dans le MCU, protéger Franklin expliquerait pourquoi les 4F tenteraient de s'échapper de leur univers pour en rejoindre un autre. On peut même imaginer Galactus détruire leur Terre par vengeance et même pourquoi pas les suivre dans le multivers jusque dans la timeline sacrée. Imaginez un combat entre Sentry et Galactus. Bon, il y a quand même très peu de chances que cela arrive, mais pourquoi pas? L'autre possibilité, c'est que Galactus débarque pour manger la planète des 4 Fantastiques, comme l'explique Chalabal dans le trailer. Seulement, il sentirait la présence de Franklin et déciderait finalement d'épargner leur planète. Au passage, il leur explique son véritable but, protéger le multivers des incursions en mangeant les planètes susceptibles d'entrer en collision. Qu'est-ce qu'une incursion, Jim? C'est à toi. An incursion occurs when the boundary between 2 universes erodes, destroying one or both entirely. Or, on sait que Reed Richards a semble-t-il un peu déconné avec les limites de l'espace. Galactus leur informe donc que leur Terre est condamnée quoi qu'il arrive. Reed Richards passe tout le temps qui reste à tenter de trouver une solution et c'est alors qu'un être extradimensionnel débarque. Victor Van Doom. Pour tenter de sauver sa planète, il détruit celle des 4 Fantastiques qui parviennent à s'échapper in extremis, dérive plusieurs années dans le multivers avant de trouver un refuge sur la Terre 616. Ce qui nous amène à la deuxième question. C'est quoi ce problème dans l'espace dont parle Yelena? Évidemment, le problème dans l'espace ne peut être que les premiers symptômes d'une incursion. La Terre 616 a beaucoup trop abusé avec le multivers et entraîné plusieurs autres réalités dans sa chute. Rappelons les faits. Dans Spider-Man No Way Home, Doctor Strange crée accidentellement une brèche entre les réalités en cherchant
cherchant à protéger l'identité secrète de Spidey. Il parvient in extremis à renvoyer les méchants iconiques de Spidey Toby et Spidey Andrew, ainsi que ces derniers dans leur univers respectif, mais une parcelle de symbiote reste coincée dans la timeline principale. Il est ensuite contraint de partir dans une autre dimension avec une dénommée Cléa pour réparer une incursion. Si les frères Rousseau décident d'exploiter cette partie, on pourrait imaginer que Strange ne parvient pas à sauver l'autre monde et que cet autre monde soit celui où vit Victor Von Doom. Autre problème, Monica Rambeau alias Photon se retrouve dans l'univers des X-Men après les événements de The Marvels. Et enfin, le vaisseau des 4 Fantastiques qui fonce sur la Terre 616 est également susceptible de générer une incursion puisqu'il vient d'une autre réalité. Ce n'est donc pas une, mais plusieurs incursions que risque la timeline sacrée. On peut penser que la seconde scène post-générique se déroule pendant le film Avengers Doomsday. Ce sont d'ailleurs les frères Rousseau qui ont tourné la scène il y a à peine un mois. Elena parle du fait que personne ne les tient au courant de cette situation dans l'espace. En clair, les différentes équipes de super-héros sont comme prévu désunies et on peut imaginer que ce sont les Avengers qui collaborent avec Nick Fury, l'homme qui est au courant de tout sur la planète. Et voici en quoi cette scène post-générique fait avancer Doomsday. Selon moi, les tensions entre New Avengers et Avengers vont véritablement faciliter la tâche de la grande menace de la phase 6, Victor Von Doom. Alors que les 4 Fantastiques viennent prévenir l'humanité du danger qui les guette, Dr Doom débarquerait à son tour pour remettre la faute sur eux. Comment ? Peut-être de la même manière qu'il a débarqué sur la planète des 4 Fantastiques, grâce au TVA. Profitant de la confusion et surtout de la division entre super-héros, il pourrait par exemple manipuler une équipe pour la convaincre de s'allier dans un futur combat contre une autre planète, celle des X-Men par exemple. Et quelle équipe serait prête à tout pour protéger sa planète? Quelle équipe mieux que les New Avengers serait prête à tous les sacrifices, sans compter que dans cette équipe se trouve un être aux capacités illimitées et manipulables à souhait. Ça serait du pain béni pour Doom de pouvoir compter sur Sentry pour créer son Battle World par exemple. Car oui, nous n'avons pas tout vu des pouvoirs de Bob. S'il peut manipuler la réalité à l'échelle de Manhattan, il pourrait, pourquoi pas, la manipuler à l'échelle de tout l'univers. Ou même trouver le véritable néant du MCU, celui où s'est trouvé Loki dans sa série, et plus tard Deadpool et Wolverine. Ça serait un peu bête de ne pas lier The Void avec The Void, vous ne trouvez pas? Bref, je vais m'arrêter là pour les théories, peut-être qu'elles seront valables une ou 2 journées avant qu'une info ne vienne tout remettre en question, mais bon, c'est aussi pour ça que l'on aime Marvel, non? Donnez-moi vos avis et théories en commentaire, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça motive pour préparer d'autres vidéos sur Marvel, DC, Game of Thrones et tous les autres univers passionnants de la pop culture. Je vous dis à très bientôt!